On va essayer d'aborder très rapidement le cours sur la physiologie du sommeil et de la veille. D'accord? On avait vu le tronc cérébral tout à l'heure, puis on avait vu la substance réticulée, et on va s'intéresser à une des fonctions principales de cette formation réticulée qui est la gestion de la veille et du sommeil. L'intérêt pour le sommeil et les rêves a accompagné l'histoire de l'humanité. On va sauter ces introductions philosophiques, on n'a pas vraiment le temps. Hein. Le sommeil s'organise autour d'un cycle d'environ une journée de 24 heures. Chez les êtres humains, d'accord? Donc, la répétition du sommeil se fait par 24 heures. On dort notre journée. On ne dort pas par mois, par année. On dort par journée. Des fluctuations ultradiennes surviennent durant le cycle. Ultradien, ça veut dire chaque 2 heures. Très bien. Un rythme ultradien. D'accord. Ensuite, des généralités sur l'EEG. L'étude moderne du sommeil a commencé avec la découverte de l'activité électrique du cerveau et s'est poursuivie avec la distinction entre le sommeil avec mouvement oculaire et sans mouvement oculaire. On va voir la différence. L'un correspond au sommeil profond, l'autre correspond au sommeil paradoxal. Bekri, on les divisait comme ça. C'est des appréciations cliniques. J'essaie de remarquer et d'étudier le comportement de mon patient. Et il dort, il ne dort pas, il dort en bougeant les yeux, il dort en ne pas bougeant les yeux. D'accord? C'est une différenciation clinique des types de sommeil. Le rythme de berger ou rythme alpha, enregistré chez l'adulte éveillé au repos, yeux fermés. Donc, quand on a comme un adulte éveillé, yeux fermés, on lui demande de fermer les yeux, on va enregistrer un rythme qu'on appelle rythme de berger. Le monsieur Berger l'avait nommé rythme alpha. Berger a identifié une réaction d'arrêt visuel lorsque le sujet ouvre les yeux. On dit que le rythme alpha, il est bloqué par l'ouverture des yeux. S'il vous plaît, l'ouverture des yeux, elle augmente la vigilance ou elle la diminue? Elle augmente l'état de veille ou elle diminue? Elle augmente l'état de veille. Parce que l'ouverture des yeux va permettre à l'organisme de recevoir plus de stimuli de son environnement. Il est moins stimulé. Une personne qui a fermé ses yeux a moins de stimuli qu'une personne qui a ouvert ses yeux. Donc, le rythme alpha, il est enregistré surtout en cas de fermeture des yeux. Donc voilà. À l'ouverture des yeux, à ce point, hop, il y a une disparition du rythme alpha. L'ouverture des yeux va encore désynchroniser plus le rythme alpha. Je vais avoir un rythme plus désynchronisé que le rythme alpha parce que je suis en train d'augmenter la vigilance. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? L'état de veille, c'est des rythmes non synchronisés, haute fréquence, basse amplitude. À l'état de sommeil, j'ai des rythmes qui sont synchronisés, haute amplitude, faible fréquence. Très bien. L'enregistrement EEG, c'est des caractéristiques techniques, d'accord, par des macro-électrodes, des électrodes qu'on peut individualiser à l'œil nu, en général 21, disposés sur le cuir chevelu, selon le système international DISPIN, reliés par des fils à l'appareil d'enregistrement. Je vais transformer le message analogique en un message digital, déchiffrable par des PC. Voilà, numérique. Voilà, je transforme en binaire, en numérique. On va l'analyser. Tout ça, c'est pas important. Ah, c'est bien. Après, vous allez voir les caractéristiques, comment je les réalise. Très bien. Des neurones corticaux possèdent une activité rythmique. C'est des pacemakers. Et on a rencontré des pacemakers. Vous pouvez me rappeler les pacemakers qu'on a vus cette année? Ouais. Très bien. Le nœud sinusal qui était le pacemaker de l'activité électrique du cœur. Zédo? Les cellules de Caral, très bien, qui constituent le pacemaker de la dépolarisation du système nerveux de l'appareil digestif, du tube digestif. Très bien.
Caral, il est espagnol. C'est un ami تاع هذا اسمه صاحبنا تاع هاد la neurophysiologie Sherrington. D'accord. Très bien. Des neurones, en fait, ils s'étaient rencontrés 2 fois, une fois, ça c'était de bons amis. Des neurones corticaux possèdent une activité rythmique, donc ils vont se dépolariser automatiquement. Je vais avoir des circuits corticaux sous-corticaux. D'accord? Des messages vont être envoyés de la zone corticale vers le diencéphale et du diencéphale vers les structures corticales. On continue. Maintenant, les cellules cérébrales sont en train de dépolariser en continu, même au repos. Ce qui change, c'est la fréquence, c'est l'amplitude. D'accord? Ce qui fait que je peux étudier cette dépolarisation dans les cellules cérébrales. Et justement, il existe de grandes variations entre les dépolarisations à l'état de veille et les dépolarisations à l'état de sommeil. C'est ce qui m'a permis de pouvoir étudier les différences entre l'état de veille et l'état de sommeil, en étudiant justement, les caractéristiques EEG. Très bien. Donc, c'est ce qu'on va étudier, c'est les variations de l'activité EEG entre l'état de veille et l'état de sommeil. D'accord? L'éveil. On va étudier la réactivité critique aux stimulés, activité consciente intellectuelle. Bon, c'est les caractéristiques, hein? D'accord? Activité consciente intellectuelle, interaction sociale. C'est-à-dire que c'est à l'état de l'éveil qu'on va mobiliser nos fonctions intellectuelles, qu'on va réfléchir, qu'on va lire, qu'on peut discuter, entamer des dialogues. C'est en dormant. Activité consciente, on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Tonus musculaire, motricité volontaire. Donc je garde et le tonus et la motricité volontaire. Fonctions ergotropes, végétatives et métaboliques, elles sont gardées. Et donc, je les retrouve à l'état de sommeil, mais aussi à l'état de veille. Lorsqu'on se réveille, notre cœur continue à pomper. Nos poumons continuent de respirer. Notre système digestif continue de fonctionner. Fluctuation diurne des niveaux de vigilance, rythme ultradien. Donc, on n'a pas la même vigilance à longueur de journée. Des fois, on est fatigué. Après le repas, on est un peu inhibé. Le matin, par le pic de cortisol, l'hyperglycémie, il y a une augmentation de la concentration. D'accord? Les conditions métaboliques peuvent changer l'état de vigilance. La température centrale est régulée efficacement par l'éveil et le sommeil. Au cours du sommeil, la température centrale diminue ou augmente? Elle diminue. Elle diminue. Au cours du sommeil, diminution, suspension de l'activité consciente. Diminution, c'est au cours de l'endormissement. Progressivement, on diminue nos interactions avec l'environnement. D'où la fameuse question. Il dit avec la personne qui dérange, je suis censé être frère. D'accord? Il demande ce qu'elle a. En général, non. C'est pour nous demander un service, pas pour savoir. Oui, malheureusement. Peu ou pas de réponse aux stimuli, selon le stade de sommeil. Donc, c'est ce qu'il attend de la personne, c'est ce qu'elle attend. C'est qu'il a caractère. Il a répondu maintenant, mais si vous ne répondez pas, maintenant vous dormez. D'accord? Vous avez compris? Oui, si vous avez un sommeil très léger ou si vous êtes aux premières phases du sommeil. D'accord? Ou bien si vous êtes stressé, il y a certaines conditions qui rendent le réveil et le sommeil difficile. Baisse du tonus musculaire, fonction trophotrope, végétative et métabolique. Donc il y a une différence entre les fonctions ergotropes de la journée et les fonctions trophotropes du sommeil.
Au cours du sommeil, c'est comme si l'organisme, il resynthétise, il réorganise les résultats de la journée. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On défragmente, on organise les informations apprises, on organise la mémoire, qu'il y a des dettes. Est-ce que la personne elle est fatiguée? Elle doit se reposer. Donc, réaliser un relâchement musculaire, réaliser KTA. D'accord? Donc, l'organisme, il resynthétise, il recalcule ce qu'il a fait pendant la journée et il essaie de réorganiser le tout pour une nouvelle journée. Il détoxifie l'organisme, il restructure le système immunitaire, il réorganise la libération des hormones. D'accord? Beaucoup de fonctions se font au cours du sommeil, mais aussi la mise en repos des organes. L'appareil digestif diminue, sa motilité, la concentration des cellules cérébrales diminue. Donc, il y aura une diminution de leur fonctionnement et un repos. Fluctuation de la profondeur du sommeil, et on parle de phase ou bien de stade de sommeil. Sommeil très léger, plus profond, plus très profond, puis paradoxal. La thermorégulation, température centrale diminuée d'à peu près 1 degré. Et j'ai une moins bonne régulation de la température centrale. Au cours du sommeil, j'ai une moins bonne régulation de la température qu'au cours de la veille. Au cours de la veille, c'est plus facile de réguler la température. D'accord? Pourquoi? Parce que normalement, l'organisme il est prédisposé à subir des variations de température plus importantes le jour que la nuit. Parce que c'est au cours de la journée qu'on se mobilise, qu'on augmente la température thermale. Donc l'adaptation, elle doit se faire mieux la journée. Les vasodilatations, la sudation, d'accord? Ou l'inverse, la vasoconstriction, la pilosité, l'érection de la pilosité s'il fait froid. La nuit, puisqu'on ne fait pas d'activité, on n'est pas censé vraiment changer de milieu environnement. La température est censée être stable. Pourquoi? Parce qu'on est au même endroit, sous les mêmes conditions. Il y a une couverture à la commande de la couverture. Si vous n'avez pas de couverture, à la commande. Donc la température reste à peu près stable. Elle diminue, mais elle reste stable au cours de la nuit. C'est pour ça qu'il y a une moins bonne adaptation à la variation de température la nuit. D'accord? Très bien. EEG, et pour l'activité musculaire, baisse du tonus et pas de mouvement volontaire. Vous connaissez avec le sentiment, c'est au cours des premières phases, des premiers stades du sommeil, lorsqu'on sent qu'il est fort. Donc, lorsqu'on sent qu'on tombe d'une... D'ailleurs, ça bzaf les étudiants flappés. Il est en train d'étudier, il pose sa tête, et de la cam. Est-ce que vous savez c'est dû à quoi? Dû à quoi? Dans nos rêves, on rêve qu'on est en train de tomber. Une région très... on se réveille. En fait, ça arrive aux personnes qui sont très fatiguées. Donc, plutôt, les muscles sont très fatigués. Donc, lorsqu'on s'endort, il y a un relâchement musculaire très intense. D'accord? Un relâchement très important. Et le cerveau se sent menacé. Il se dit que cette personne est peut-être en train de mourir, tellement le relâchement est important. Donc, il va lancer des stimuli pour garder la personne en vie. Il la restimule par des secousses de contraction musculaire. Donc, d'ailleurs, on sursaute et le cerveau va se conditionner à cette situation en imaginant qu'il est en train de tomber et il se réveille. Donc, c'est comme si votre cerveau vous empêchait de vous endormir pour ne pas vous perdre. Il aime comme le cerveau perd, il vous aime. Très bien. Donc, c'est à peu près ça. EEG, activité EEG de activité enregistrement plutôt, électroencéphalographie de l'activité cérébrale. EMG, c'est l'enregistrement de l'activité musculaire, électromyographie. La polygraphie ou la polysomnographie, quand c'est au cours du sommeil, poly mais plusieurs, c'est un enregistrement de plusieurs fonctions. Je peux enregistrer la respiration, la fréquence cardiaque, un ECG, la température, ce que je veux. D'accord? Et c'est quand je veux étudier plusieurs paramètres en même temps. On utilise la polygraphie ou la polysomnographie.
Les principaux rythmes EEG. Allez. Il y a plusieurs types d'ondes. L'onde delta, l'onde theta, l'onde alpha et l'onde bêta. Il y a deux ondes qui caractérisent principalement l'état de sommeil. C'est les ondes delta et theta. Et deux autres ondes qui caractérisent plutôt l'état de veille, c'est les ondes alpha et bêta. Alpha, c'est quand les yeux sont fermés. Donc, quelle est l'onde la plus concentrée, la plus vigilante? C'est l'onde bêta. Donc, vous devinerez que l'onde où je vais retrouver le plus de fréquences et le moins d'amplitude, c'est l'onde bêta. D'accord? Regardez la fréquence de l'onde bêta, elle varie entre 14 et 30 Hz. Alors que alpha de 8 à 13, theta de 4 à 7, delta de 0,5 à 3,5. Vous voyez, que plus je m'oriente de delta vers bêta, je serai en train d'augmenter les fréquences et donc je suis en train d'augmenter la désynchronisation. Et donc je suis en train d'augmenter l'état de veille et de vigilance. Plus les fréquences sont basses, plus les ondes sont synchronisées et alors plus amples. Et alors je suis en train d'être orienté vers l'état de sommeil. Très bien. Le rythme alpha, fréquence entre 8 à 13, vous les apprenez. Parce que tu as réfléchi, d'accord? Amplitude de 20 à 60 microvolts. Observez facilement chez un sujet éveillé, au repos et les yeux fermés. Le blocage du rythme peut se faire en demandant à la personne d'ouvrir les yeux. Ou en lui demandant de réaliser une activité mentale. C'est-à-dire que alpha, elle est moins vigilante que bêta, puisqu'elle disparaît lorsque je me concentre, lorsque je fais un calcul, lorsque j'ouvre les yeux. Elle est moins désynchronisée, plus ample, avec moins de fréquences que l'onde de bêta. Rythme bêta, la fréquence est de 14 à 30, l'amplitude elle est moindre, de 2 à 20. La forme la plus répandue des ondes cérébrales d'état d'éveil, elles sont présentes durant l'activité cérébrale, parce que je réalise des activités intellectuelles. Les ondes de theta, fréquence de 4 à 7, basse, amplitude très élevée de 20 à 100, s'observent plutôt chez l'enfant que chez l'adulte. On les retrouve plus chez l'enfant. Et s'observent au cours de la somnolence, lorsque je suis somnolent. Somnolence, soit parce que je suis au début du sommeil, on a un état de somnolence, soit parce que je n'ai pas bien dormi la veille, on a cet état de somnolence, soit par une certaine anomalie, comme ce qu'on a dit, une anomalie organique qui provoque cet état de somnolence. Les ondes de delta, à fréquence très basse, 0,5 à 3,5, à amplitude très haute, pouvant atteindre les 200 microvolts, retrouvées durant le sommeil chez la plupart des gens, caractérisées par des formes et des aspects très irréguliers, très amples et à fréquence très basse. Utile aussi dans la détection de certaines tumeurs et de réactions cérébrales anormales. Certaines tumeurs cérébrales dépolarisent par des ondes delta. D'accord? Donc, la caractérisation des ondes de delta, quand je retrouve des ondes de delta à l'EEG dans certaines zones avec caractéristiques qui ne sont pas diffuses, qui ont un aspect topographique, là, ça peut m'orienter vers une tumeur cérébrale. Certaines tumeurs, on va vous dire que les tumeurs, selon leur localisation, si elles sont pariétales, frontales, temporales, si elles sont occipitales, selon la région, certaines émettent des ondes delta, d'autres n'émettent pas. D'accord? Mais c'est utile d'étudier les caractéristiques. On dira que certaines tumeurs cérébrales déchargent par des ondes delta. Organisation du sommeil normal. Les conditions, elles sont réunies. Quelles sont les conditions d'un bon sommeil? Pourquoi il vous a mis cette photo? Parce que ce n'est pas des conditions normales pour un individu pour dormir. D'accord? Ça dépend de la personne. Si on est vraiment fatigué, ça m'est arrivé de dormir debout, un bus. D'accord. Sinon, c'est quelles sont les conditions nécessaires à un bon endormissement? Pourquoi on dort la nuit?
Parce que les stimuli qui sont censés stimuler et activer notre système cérébral diminuent. Il y a moins de lumière, il y a moins de bruit. D'accord? Et puisqu'il y a moins de lumière et moins de bruit, on va avoir moins de stimulation de notre environnement. Donc on va dormir plus facilement. Est-ce que vous avez remarqué que certains volumes, certaines vidéos à bas volume, quand vous les regardez la journée, vous ne pouvez pas bien les écouter. Mais si vous les regardez la nuit, vous remarquez que le son est assez élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de parasites. Alors qu'on est maintenant à l'état où on est, il y a beaucoup de parasites. Il y a des étudiants de l'autre salle qui parlent, ils sont en train de parler, et c'est un bruit très important. D'ailleurs, si je ferme la porte, vous allez remarquer la différence. Regardez, entre cet état et cet état. La différence est flagrante, mais vous ne remarquez pas ce bruit. Dites, ok, il y a le monsieur le maçon qui est en train de travailler. C'est aussi un parasite. Donc la nuit, les parasites diminuent. Et puisque ça diminue, on a moins de risque d'être réveillé. Parce que les sons, le son de l'autre salle, le son du maçon, ce sont des activateurs du système nerveux. Pourquoi? Parce que c'est un stimulus. C'est un stimulus. Parce que c'est un stimulus. Donc la nuit, il y a un arrêt des stimulus, une diminution importante des stimuli, ce qui favorise l'endormissement. Donc on dira que la nuit comprend les conditions nécessaires à un bon endormissement. Et c'est ce qu'on va étudier tout à l'heure. Dans certaines expériences, ils ont pris des individus et ils les ont laissés dans des salles, sans son, sans lumière, pendant plusieurs jours. Mais est-ce qu'on va garder le même rythme? Est-ce que notre journée comprendra toujours 24 heures? D'accord, on va étudier les différences selon les conditions du milieu. Calme, lit, température, lumière, écran off, repas léger. D'accord. Donc, normalement, le berkoukes. D'accord. Oui, pizza, non, c'est aussi pas un repas, pas un bon repas. Le berkoukes, le bouzdouf, un poulet rôti, un sandwich shawarma, c'est pas fait pour être mangé la nuit. La nuit, il faut éviter les protéines. Il faut éviter les repas lourds. Normalement, la nuit, on prend une petite soupe. D'ailleurs, normalement, ça s'appelle le souper. On prend des repas très légers pour mettre au repos notre appareil digestif. Et pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Essayez de ne pas manger la nuit. Vous ne mangez pas avant votre maison, c'est très bien. Très bien. Et il faut laisser au moins 2 heures entre le dernier repas et le repos au lit. 2 heures minimum. Sur place. D'accord, il faut éviter de faire ça. C'est très nocif. Au lieu de laisser votre appareil digestif se reposer la nuit, parce qu'il a l'estomac de trdem. Maintenant, on doit y aller. Ça favorise la fatigue chronique. Trop manger tard. D'accord? Allez. Ensuite. L'état de somnolence, c'est une diminution de la vigilance qui peut être due à un sommeil non réparateur, un état de fatigue, ou bien un trouble organique. Les encéphalopathies, une encéphalopathie hépatique, une augmentation de l'ammoniaque au niveau du sang, ça cause un cas des états de somnolence. D'accord? Ou de torpeur. Voilà, le train du sommeil. Il faut savoir que notre sommeil est constitué d'un ensemble de cycles. La meilleure durée de sommeil, on a 7h32 minutes. La meilleure durée de sommeil est de 7h32 minutes. C'est des études épidémiologiques. Le sommeil, il est divisé en cycles. Chaque cycle va comprendre des différentes phases. 6 phases. Une première phase, c'est la phase d'endormissement, qui dure quelques minutes. Le premier sommeil qui est le stade 1 ou sommeil très léger. Après, il y a le stade 2, sommeil léger. 3, sommeil profond. 4, sommeil très profond.
Et enfin, le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal. وبعد تجي une phase de latence, c'est la phase اللي نتقلبوا فيها, où on se retourne au lit, et qui correspond à un nouveau cycle. Si vous voulez, il y a le meilleur moment de se réveiller le matin, c'est à la fin d'un cycle. Maintenant, entre un cycle et un autre cycle. Si vous vous réveillez en plein cycle, vous allez avoir un mauvais réveil. Alors, on a inventé certaines montres avec des détecteurs de mouvement. Oui, lorsque vous bougez, elle va sonner. Par exemple, vous mettez votre réveil à 7 h du matin, ou là à 6 h du matin. Elle ne va pas vous réveiller exactement à 7 h, ou bien à 6 h. Elle va vous réveiller à la fin du cycle le plus chronologiquement proche. Maintenant, si votre cycle se termine à 6h40, elle vous réveille à 6h40. Elle vous dira, vaut mieux se réveiller à 6h40 à la fin d'un cycle que de se réveiller à 7h pile en plein cycle. Vous allez avoir un meilleur réveil, vous allez avoir un meilleur comportement durant la journée. Donc c'est toujours bon. Vous n'avez pas remarqué que certaines journées vous vous réveillez en forme, d'accord, malgré avoir moins dormi que l'autre journée. Alors que certains jours vous dormez beaucoup et pendant 4 semaines malgré ça. D'accord? Donc ce n'est pas la durée du sommeil qui est importante, mais plutôt la qualité de ce sommeil. D'accord? Et la qualité du réveil est aussi très importante. Classe? Donc, à donner les phases du sommeil. La première phase, c'est la phase d'endormissement. On essaie de prendre nos repères entre nous. Le premier sommeil, c'est le sommeil très léger. Et d'ailleurs, on garde quelques communications avec notre environnement. Donc, à dire, vous êtes dans une phase d'endormissement. Le sommeil long léger. Et d'ailleurs, on continue à entendre les bruits dans notre environnement, mais on ne les comprend plus et on n'y prête plus attention. Ma classe, le sommeil lent ou bien profond, on n'entend plus rien et on ne communique plus avec notre environnement. Le sommeil paradoxal, on commence à rêver. D'accord? Les deux types de sommeil, selon l'ancienne classification, des sommeils avec des mouvements oculaires et des sommeils avec sans mouvement oculaire rapide. Donc, il y a une certaine correspondance entre le sommeil par mouvement des yeux, par la couleur, c'est la répartition selon la motilité des yeux. Oui, c'est un hada bleu clair. C'est là où il y a des mouvements oculaires rapides. Ou là où il n'y a pas, ou là où c'est un bleu foncé, c'est là où il n'y a pas de mouvement rapide. D'accord? C'est les phases de l'endormissement. Selon bien sûr la durée du sommeil, en heure. Thomas, ce n'est pas important pour vous tout ça. Ce qu'il faut garder, c'est qu'on peut diviser le sommeil en sommeil avec mouvement rapide et sans mouvement rapide. Le sommeil avec mouvement rapide il correspond plutôt au sommeil paradoxal. D'accord? Il y a certaines informations qu'on peut tirer à partir de ce schéma. Regardez, plus la durée du sommeil augmente, j'augmente la durée, plus la durée du sommeil augmente, la durée des mouvements oculaires augmente. Elle est plutôt petite, elle augmente, elle est repetite, elle augmente plus, d'accord? Voilà, kiff. C'est une autre organisation selon l'âge, mais aussi selon la durée du sommeil. Une répartition du sommeil selon l'âge. Vous voyez qu'il y a une différence selon l'âge de la répartition des différentes phases du sommeil. C'est l'âge d'un individu. Un individu qui a une semaine, un individu qui a 6 mois, un enfant, un grand enfant, 4 à 8 ans, c'est un adulte. Regardez l'adulte, entre 1h du matin, ou bien plutôt maintenant, entre minuit et demi, et 6h du matin, le sommeil, il est plutôt stable. Vous voyez qu'il est stable.
Donc, on a des petites phases de sommeil paradoxal et la majeure partie est occupée par le sommeil long léger et le sommeil très long. C'est un sommeil normal, fait quelques rêves et la plus grande partie est occupée par le sommeil long. D'accord? Alors qu'un enfant, un nouveau-né, vous voyez qu'il a beaucoup de phases qui se répètent. Et j'ai beaucoup plus de phases transitionnelles, j'ai beaucoup plus de phases agitées. D'accord? Alors, les variations du sommeil, elles sont plus importantes entre l'enfant que chez l'adulte. Elles sont plus importantes chez l'enfant que chez l'adulte. C'est la première chose. La deuxième chose, la variation nictémérale, elle est très importante chez l'adulte. Regardez, au cours de la journée, le sommeil de l'adulte, il est différent du sommeil au cours de la nuit. Alors que pour un nouveau-né, c'est pratiquement la même chose. Regardez, la journée ou la nuit, c'est la même chose. La durée du sommeil d'un nouveau-né, elle est très importante. Il dort presque toute la journée. Mais elle est très instable. Il dort, il se réveille, il pleure, il cherche la tétée. D'accord? Et il n'y a pas de différence pour lui entre la nuit et la journée. Parce qu'il était dans la vie intra-utérine, il ne s'est pas encore adapté à cet environnement extérieur. Donc plus j'avance dans l'âge, plus je m'adapte, et plus il y aura une caractérisation, une différence entre la journée et la nuit. D'accord? La durée du sommeil, vous voyez, c'est selon l'âge. La conception, la naissance, et puis j'ai l'âge. C'est jusqu'à 10 ans, un enfant, jusqu'à 20 ans, c'est l'adolescence, ou jusqu'à 100 ans, c'est l'individu adulte. Vous allez remarquer que plus j'avance dans l'âge, plus la durée du sommeil diminue. Plus on devient vieux, plus on avance dans l'âge, plus on a besoin de moins d'heures de sommeil. Donc la durée de sommeil en heures diminue avec l'âge. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? La qualité du sommeil, maintenant, selon l'âge. Plus j'avance dans l'âge, moins le sommeil est efficace. L'efficacité, ça dépend comment on l'a calculé. Hein. En général, l'efficacité du sommeil, on la calcule, c'est le rapport entre la durée d'heures endormies sur le nombre d'heures passées au lit. D'accord? Nombre d'heures où on a dormi, 7 heures. Ça شحال وانت تزيد ترقد وقتاش حطيت روحك في الفراش زعما 9 heures معناتها l'efficacité du sommeil elle est de 7 sur 9. C'est ça l'efficacité du sommeil. Et donc plus j'avance dans l'âge, moins le sommeil est efficace. Vous allez remarquer que les vieilles personnes ont beaucoup de difficultés de sommeil. On retrouve les insomnies beaucoup plus chez les vieux que chez les jeunes personnes. Les durées des éveils intra-sommeil. Qui me le patient, est-ce que vous vous réveillez la nuit? Plus on avance dans l'âge, plus il y a des réveils nocturnes. Et enfin, le sommeil long profond, le sommeil efficace, le sommeil vrai, plus on avance dans l'âge, moins le sommeil long est présent, ou le plus diminue la durée du sommeil long. En gros, plus on avance dans l'âge, moins la qualité du sommeil est importante. D'accord? Donc notre sommeil est très affecté par l'âge. La qualité de notre sommeil, la durée de notre sommeil, d'accord? Elle diminue avec l'âge. Variation physiologique au cours du sommeil. Donc, on avait introduit, c'est un peu la polysomnographie qui me permet d'étudier ces différentes variations. L'EEG, c'est le tracé au niveau de l'activité cérébrale. L'EOG, c'est les mouvements oculaires, EOG. L'EMG, c'est l'activité musculaire. ECG, c'est l'activité cardiaque. Le RESP, c'est l'activité respiratoire. Et puis le seuil d'éveil. Au cours de l'éveil, l'état de veille, je ne suis pas endormi. L'EEG a une activité rapide. L'EOG, il montre des yeux ouverts, des mouvements oculaires rapides, comme vous êtes en train de réaliser avec vos yeux. D'accord? Vos yeux sont en train de se mouvoir, de bouger. L'EMG, un tonus musculaire important parce que je suis réveillé. Le CG, il est rapide, régulier, normal.
La respiration, elle est rapide et irrégulière, comme une personne normale. D'accord? Capacité d'éveil, je ne veux pas l'étudier parce que la personne est déjà réveillée. D'accord? Très bien. Maintenant, on va comparer entre le sommeil lent et le sommeil calme, l'essentiel, la phase de sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours du sommeil lent, l'activité EEG est moins fréquente, plus ample. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Au cours du sommeil paradoxal, ou bien le sommeil des rêves, l'activité EEG est rapide. Elle ressemble à l'activité EEG d'un sujet réveillé. D'un sujet réveillé, non? D'accord? Les yeux. Au cours du sommeil lent profond, les yeux sont fermés et il n'y a pas de mouvement oculaire. Au cours du sommeil paradoxal, il y a des mouvements oculaires rapides. Kif, ça ressemble à l'état de veille. Au cours du sommeil lent, le tonus musculaire est largement réduit. Au cours du sommeil paradoxal, le tonus musculaire est absent. C'est carrément une paralysie. D'accord? Il n'y a plus de mouvement. Au cours du sommeil lent, le ECG est lent et régulier, alors que dans le sommeil paradoxal, il est rapide et irrégulier, c'est-à-dire qu'il ressemble à celui de l'état de veille. La respiration kif, lente et régulière dans le sommeil lent, rapide et irrégulière dans le sommeil paradoxal, exactement comme l'état de veille. Le réveil, si le sommeil est lent léger, le réveil est facile. Si le sommeil est profond, le réveil est difficile. Au cours de la phase 1 et la phase 2, le réveil est facile, très léger et léger. Et au cours du sommeil profond, phase 3 et 4, le réveil est difficile. Il va se réveiller très difficilement. Dans le sommeil paradoxal, si c'est un adulte, le réveil est difficile. Si c'est un nouveau-né, le réveil est facile. Donc s'il vous plaît, toutes les caractéristiques du sommeil paradoxal sont identiques ou là ressemblent à l'état d'éveil, sauf le tonus musculaire où je remarque une paralysie. Rappelez-vous de ça. La majorité des caractéristiques polysomnographiques du sommeil paradoxal se rapprochent de l'état d'éveil. D'accord? Sauf le tonus musculaire qui est vraiment aboli au cours du sommeil paradoxal. D'accord? La température corporelle nocturne. Le graphe, il vous montre que quelle que soit la température de l'environnement, quelle que soit la température ambiante, il y aura une diminution constante de la température centrale. La température centrale continuera de diminuer. Elle diminue toujours d'une façon constante, quelle que soit la température du milieu ambiant. D'accord? Regardez. Variation moyenne de la température centrale en rapport avec la température de l'air ambiant, en fonction de l'heure de la nuit. La variation circadienne de la température est respectée, c'est la même, quelle que soit la température ambiante, avec un nadir, situé entre 2,30 et 5,05. S'il vous plaît, ça veut dire quoi un nadir? Le nadir, dans un graphe, le nadir, c'est la valeur la plus basse. Le nadir, c'est le contre de pic. Le pic, le nadir. Le nadir, c'est la variation, c'est les valeurs les plus basses dans un... D'accord? Je ne sais pas s'il faut vous expliquer le schéma. Regardez. En fait, la température environnement. La température ambiante de l'environnement. D'accord? Ou c'est la température centrale. Je suis en train d'étudier la variation de la température. La température rectale, la température centrale. Ça, c'est les valeurs de la température ambiante. C'est température rectale, température ambiante. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis enfin en train d'étudier la température ou la variation de la température rectale en pourcentage par rapport à la température environnante. Donc, regardez.
elle est située ici. Maintenant, elle a à peu près diminué de 30% par rapport à la température ambiante. La température ambiante, elle est élevée, elle est de 25 degrés, le rouge. Le rouge. Donc, on peut oublier la température rectale. La température rectale, elle a diminué de 30% par rapport au 25. لو كان نهبط la température environnementale نرجعوها 22 نقول نشوفوا بلي تهبط اكثر. لو كان نرجعوها 19 16 13 هي الهبطه كامل. Si la température ambiante est de 13 degrés, on va retrouver que la température rectale ne diminue que, elle va diminuer de jusqu'à moins 70%. Elle va atteindre les 70% des 13 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus, comment interpréter le schéma? Plus la température ambiante est basse, plus le pourcentage de diminution est important. Je vais vous donner un exemple. On veut vous prouver que la diminution de la température corporelle, elle est stable. La température de notre organisme, elle diminue de 1 à 2 degrés. Quelle que soit la température environnante. D'accord? Si je vous dis que quelle que soit la température de l'environnement, la température de mon corps, elle diminue de 1 degré. Elle diminue toujours de 1 degré. Les 1 degré, face à une haute température, il représente un faible pourcentage, 1 sur 25. Il a quand la température environnante de 25 degrés. بشحال نقصت la température تاعي 1 sur 25. Donc on peut dire هبطت ب 1/25. Si la température est plus basse, elle est de 10 degrés. On peut dire هبطت ب 1 sur 10. D'accord? Qui est plus important? 1 sur 25 ou 1 sur 10? Donc, هايلك 1 sur 25, هايلك 1 sur 25, هايلك 1 sur 10, هايلك 1 sur 5, هايلك 1 sur 4. À chaque fois que la température environnante diminue, le pourcentage de la diminution de ma température centrale va être important. Parce que la diminution de ma température, elle est stable. Elle diminue toujours de 1 degré. Donc, c'est la variation de la température ambiante qui est en train de changer ces taux. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, comme je donne toujours 1 degré. Il a 25 degrés. 1 degré, il constitue 1 sur 25. Il a 20 degrés, il constitue 1 sur 20. Il a 15 degrés, il constitue 1 sur 15. Il a 10 degrés, il constitue 1 sur 10. Elle est bien que tu vois des variations différentes, parce que c'est des pourcentages. C'est des pourcentages. Donc quand tu vois en température, vous allez la retrouver comme étant stable. D'accord? Le rythme circadien, libération circadienne, ça veut dire chaque 24 heures de vasopressine par des cellules du noyau suprachiasmatique. C'est le contrôle circadien de la libération des hormones. La majorité des hormones libérées par mon organisme sont régulées par des rythmes. D'ailleurs, on est en train d'étudier un des rythmes. Vous voyez qu'il y a des pics. Qu'il y a des pics à peu près chaque 2 heures. D'accord? Il y a des sécrétions. Toutes les hormones, le cortisol, la prolactine, l'hormone de croissance, d'accord? Toutes les hormones subissent des rythmes réguliers. Il y a celles qui subissent des rythmes circadiens, nictiméraux, ultradiens, comme vous voulez. D'accord? Par exemple, au cours du sommeil, au cours des premières heures du sommeil, j'ai un pic de GH. À 8h du matin, 8h à 9h, j'ai un pic de cortisol. D'accord? Donc, l'organisation des 24 heures, elle facilite ou bien elle favorise l'étude des sécrétions hormonales parce que la sécrétion des hormones subit des variations selon ces 24 heures. La glycémie.
La glycémie, on va retrouver qu'elle est, la phase où elle est élevée, c'est la phase postprandiale à la nuit. D'accord? Voilà les heures. Il est 18 heures. Donc elle est basse, la prise prandiale, le déjeuner, le repas du midi. Hop, après 22 heures, là c'est le pic, c'est la glycémie à la nuit. Il va commencer à diminuer jusqu'au petit matin. Au matin, j'ai le pic de cortisol et puis j'ai le petit déjeuner qui vont augmenter ma glycémie. J'ai le repas, jusque-là. J'ai le repas de midi qui va encore augmenter la glycémie. La glycémie va, kiff, diminuer toute la nuit. La nuit, elle est élevée. D'accord? Pardon, je parlais de la sécrétion d'insuline. Hein? La sécrétion d'insuline, c'est la même chose. Elle accompagne la glycémie. C'est exactement la même chose. D'accord? Puisque tant que la glycémie est élevée, il y aura une sécrétion d'insuline qui l'accompagne. Donc les pics de glycémie vont être suivis de pics d'insuline. Donc voilà, avec les heures. C'était pour suivre les heures. Entre 18h et 22h, on dit le dîner. Donc le dîner va augmenter la glycémie. L'augmentation de glycémie va être suivie d'un pic d'insuline. D'accord? Donc ici c'est le dîner. Dîner, augmentation de la glycémie plus pic d'insuline. Elle diminue progressivement durant la nuit. J'ai le repas, là c'est entre 10h du matin, midi. Je prends mon repas, il y a une élévation de glycémie. L'élévation de glycémie va être suivie de pic d'insuline. Et ainsi de suite. J'ai des phénomènes de dysrégulation, comme chez le diabétique. Le diabétique, il y a un problème au niveau de la régulation de la glycémie, de la sécrétion de l'insuline. Je peux retrouver un phénomène qui s'appelle le phénomène de Loeb. A-U-B-E. Au cours de Loeb, le diabétique, il y a une augmentation de la sécrétion des hormones de contre-régulation, adrénaline, cortisol, GH. D'accord? L'augmentation de ces hormones va élever la glycémie. La glycémie, elle ne peut pas être contre-régulée. Elle ne peut pas être contre-régulée par l'insuline parce qu'il a une insuffisance d'insuline, il a une résistance à l'insuline. Donc le matin, au réveil, il va retrouver ses glycémies élevées, malgré, par exemple, une hémoglobine glyquée acceptable. Il y a l'hémoglobine glyquée inférieure à 7, mais les glycémies matinales, il peut les retrouver élevées, un 40, un 50. D'accord? C'est à cause de ce phénomène de Loeb. Comment on le règle? En réadaptant les doses d'insuline lente. D'accord? On demande au patient de ne pas trop manger la nuit, ou là, on peut lui augmenter l'insuline lente à les 24 heures. Ou on peut même arriver à faire des bolus la nuit. Ça, c'est des détails, ce n'est pas la peine de... Le contrôle respiratoire, c'est un peu une équilibration entre les différents systèmes qui contrôlent la respiration. Donc, j'ai soit une phase où c'est la gaine du contrôleur, c'est le centre supérieur, soit une phase où j'ai une gaine du système respiratoire, c'est-à-dire le parenchyme pulmonaire et les muscles respiratoires. Donc, tout commence par une variation environnementale. Les chémorécepteurs périphériques et centraux vont détecter des variations qui contrôlent la respiration. C'est quoi ces variations? C'est la variation de la pression partielle de O2, de CO2, soit une diminution de la PaO2, soit une augmentation de la PaCO2. Donc l'augmentation du CO2, elle active la respiration. La diminution de l'oxygène, elle active la respiration. Donc les deux vont provoquer une augmentation de la ventilation. L'augmentation de la ventilation, comment elle va se faire, comment elle est censée se faire? Elle va transmettre des messages nerveux vers le muscle respiratoire qui vont augmenter leur fonctionnement, augmenter la fréquence respiratoire, augmenter l'amplitude des mouvements respiratoires pour rétablir la PaCO2, la PaO2 et le pH. Donc ils vont rétablir les chémorécepteurs. Quand j'augmente les respirations, je suis en train de diminuer la PaCO2, je suis en train d'augmenter la PaO2, et donc les récepteurs périphériques, c'est le temps circulatoire, les récepteurs périphériques au niveau du sang, ils vont détecter cette normalisation de la PaO2, de la PaCO2, et ils vont dire au centre nerveux d'arrêter cette augmentation. Donc il y a un cycle de régulation entre les centres et la périphérie. Ça commence au niveau de la périphérie où je détecte les variations de CO2, de O2
de pH, j'active les centres activent la périphérie change la respiration, elle rétablit les concentrations vont être détectées par les récepteurs, et ainsi de suite. La régulation, elle est conservée au cours du sommeil. Voilà les aspects polygraphiques. Qu'est-ce qu'on peut étudier au cours d'une polysomnographie? C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. La fonction cérébrale, les concentrations de O2, de CO2, les mouvements oculaires, l'airflow, c'est-à-dire les mouvements d'air, les mouvements musculaires, un microphone pour entendre les ronflements. D'accord? Et là, c'est très utile pour les personnes qui souffrent d'un syndrome d'apnée du sommeil. L'airflow et le microphone. Le CG pour détecter les mouvements, la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque. Une ceinture thoracique, pourquoi? Ça peut détecter le changement de l'ampliation thoracique. La position du corps pour voir est-ce qu'il y a des mouvements d'ajustement. Les oxymètres ou un objet des membres inférieurs. Vous voyez que je peux tout détecter, toutes les variations de mon organisme peuvent être détectées par ce polysomnographe. Ben, je l'étudie, voici des tracés. D'accord? Le EEG de veille, alternance de rythme alpha et de désynchronisation comme bêta à l'ouverture des yeux. EEG de sommeil. Le sommeil en onde, 4 stades avec ralentissement progressif jusqu'à avoir une prédominance des rythmes longs delta. C'est au cours du sommeil long. On a des différentes phases du sommeil. Je suis en train de m'endormir, c'est la phase d'endormissement. Il y aura un ralentissement progressif des ondes de l'EEG. Elles vont commencer à fusionner progressivement. Et en fusionnant, elles vont augmenter leur amplitude, diminuer leur fréquence jusqu'à avoir des ondes delta qui caractérisent le sommeil. D'accord? Donc, qu'est-ce qui caractérise l'état de veille? C'est surtout les ondes bêta. En plus des ondes alpha, on a des ondes alpha qui ont certaines conditions. On doit fermer les yeux et ne réfléchit pas trop. Au cours du sommeil, c'est surtout les ondes delta, en plus des ondes delta. D'accord? Très bien, très bien. Au cours du sommeil paradoxal, le tracé est accéléré et il est proche. Comme on avait dit tout à l'heure, le tracé de l'état de sommeil paradoxal, il est proche de l'état de veille. Vous voyez que quand on rêve, au cours de vos rêves, vous sentez que c'est une réalité. Est-ce que vous savez quelle est la durée d'un rêve? Hein? Quelques secondes seulement. Maintenant, vous rêvez que Superman. Les rêves, ils nous donnent l'impression d'être longs, alors qu'ils ne durent que quelques secondes. Est-ce que les personnes non-voyantes rêvent? Les personnes qui ne voient pas, est-ce qu'ils rêvent? Est-ce qu'elles rêvent? Qu'est-ce qu'elles voient dans leur rêve? Pour les personnes qui n'écoutent pas, cherchez. واحد مسكين ما يشوفش non-voyant. ملي زاد هو ما يشوفش ولا راحت له لا فيزيون à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qu'ils voient dans leur rêve? Donc cherchez. Les graphomètres, les grapho-éléments EEG du sommeil. Le sommeil en lente, il est caractérisé par certaines constituants, et le sommeil paradoxal est caractérisé aussi par certains constituants. Le sommeil en lente, il est constitué par ces 3 composants que vous devez apprendre. Hein? D'accord? Le complexe K, les pointes vertex et les fuseaux du sommeil. Et le sommeil paradoxal, l'aspect de sa fréquence, l'aspect de son tracé, il donne un aspect en dents de scie. Donc voici le fuseau du sommeil. Voilà. D'abord l'aspect terreau, un aspect EEG. Donc il caractérise quel état? Le sommeil long. Le sommeil long. D'accord? Voici le complexe K, une onde négative brutale qui est suivie d'une onde positive. On appelle le complexe K. Ou probablement les pointes vertex. Les voici. Maintenant, on a l'aspect en dents de scie. C'est le sommeil paradoxal. EEG dans le polysomnographe, le classement EEG est simplifié pour une analyse automatique.
complété par une analyse visuelle par l'observateur. Donc, c'est des moyens de faciliter le jeu, c'est important. W pour l'état de réveil, stade de sommeil long, on les caractérise, on les divise en 3 phases, 1, 1, 2, 1, 3. Et le stade R. Cela permet de classer les différentes phases de vigilance au cours d'une nuit complète d'enregistrement du sommeil. Donc, je commence à enregistrer et j'avance progressivement. Je suis en train d'avancer progressivement dans mon enregistrement. Avant que l'individu ne dorme. C'est un état W. C'est un état W. D'éveil. Wake. Il est éveillé. D'accord? Ensuite, j'arrive au stade N1, qui est le premier stade de sommeil. Le premier stade de sommeil, c'est le début du sommeil. Le stade N2, il correspond au sommeil long léger. Donc, vous voyez que je suis en train de progresser dans la lenteur et la profondeur de mon sommeil. Stade N3, c'est le sommeil profond, le sommeil ambulant. Et enfin, le stade R, qui correspond au rapid eye movements. Rapid eye movements, il correspond à quoi? S'il vous plaît. Au sommeil paradoxal. C'est au cours du sommeil paradoxal que je peux avoir des mouvements rapides des yeux. L'efficacité du sommeil, pareil avec l'efficacité du sommeil. Je vous avais dit tout à l'heure, en général, on la calcule en calculant le rapport entre les heures endormies et la durée passée au lit. Je crois que c'est le pourcentage en minutes du sommeil total sur la durée. Elle est normale quand elle est supérieure à 85%. Elle est normale chez vous. Vous n'avez pas calculé, vous. Elle est anormale. Et vous? Quand vous restez 10 heures dans le lit, vous devez au moins endormir 8,5 à 9. Aïe. Le stade N1, aïe, on doit terminer rapidement, on a presque terminé. Donc, le stade W éveil, puis les différents stades du sommeil. Après, le stade R correspond au sommeil paradoxal. Le stade 1, au moins on cumule les phases, mais on peut continuer la prochaine séance, puisqu'il y aura une autre. Bon, on continue directement les autres cours. Hein. Sauf au cours si on ne les termine pas aujourd'hui. D'accord? Vous allez continuer à le lire si vous jugez qu'il nécessite des explications, sinon on a fait le tout. Alors, je préfère le lire la dernière fois. Allez. Au cours du stade N1, il y a un ralentissement EEG. Pourquoi ralentissement? Par diminution de la fréquence. Parfois quelques pointes vertex et des mouvements oculaires conjugués lents. On va donner les caractéristiques du stade N1. Je ne crois pas qu'il faut les connaître. Hein. Le stade N2, c'est le stade le plus important en durée dans un sommeil. Maintenant, si je prends une personne dans ces 8 heures de sommeil, la partie la plus longue, elle correspond à un stade N2. Maintenant, je vais retrouver les fuseaux et les complexes K. Donc, le stade N1, je peux retrouver des pointes vertex. Et le stade N2, je vais retrouver les deux autres. Regardez, les constituants ceux du sommeil long et ceux du sommeil paradoxal. Au cours de la phase N1, on a des pointes vertex. Au cours de la phase N2, on a des fuseaux et des complexes K. D'accord? Très bien. Le stade M3, sommeil profond, sommeil à ondes lentes, quand plus de 20% d'une page de 30 secondes, c'est-à-dire c'est la page KEG qui circule, comporte des ondes lentes et d'amplitude élevée, supérieure à 75, en région frontale. Quand j'enregistre la région frontale. Survient plus dans la première moitié de la nuit. Le réveil est plus difficile que pour les stades N1 et N2. Pourquoi? Parce que le sommeil est plus profond. Il est plus profond ici. Donc, le réveil est plus difficile que les stades N1 et N2. Le stade R, mouvement oculaire conjugué rapide et irrégulier. L'EMG faible ou absent. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos des mouvements? Le stade de sommeil paradoxal, il y avait une paralysie. On appelait le sommeil paradoxal A.
comparable à l'état d'éveil, sauf pour l'EMG. En dents de scie, bref, vous bouffez EMG, membre en membre, sur un fond faible d'activité tonique. Donc, c'est quelle phase? Le stade R correspond au sommeil paradoxal. Évolution des idées, des idées des scientifiques à propos du sommeil. La nuit, la diminution des stimuli extérieurs provoque une baisse de l'activité. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est la diminution des stimuli extérieurs qui favorise la diminution de l'état de veille. Donc, c'est comme si l'environnement était en train d'induire le sommeil. D'accord? Quand je favorise l'environnement calme, je suis en train de favoriser l'apparition du sommeil. Le jour, l'inverse se produirait, les stimuli sont tout le temps en train de stimuler les cortex et les centres supérieurs, ce qui interdit au sommeil d'apparaître. Le sommeil est donc c'était la première partie des idées. Au début de la conception du sommeil, on considérait le sommeil comme étant un phénomène passif. Je m'entends passif. Passif, il dépend de l'environnement. Il est des stimulus. Il est en état d'éveil. S'il n'y a pas de stimulus, il s'endort. Donc il est passif, il répond à l'environnement. Maintenant, on a découvert que non, que finalement, il avait aussi une constitution active. C'est aussi un phénomène actif. Il répond au rythme circadien. Il existe dans le tronc cérébral et le diencéphale des structures hypnogènes, des structures qui favorisent l'endormissement, qui provoquent le sommeil, tout comme il existe des circuits d'activation corticale. Les effets s'exercent alors sur le cortex cérébral et les autres structures du SNC. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que mon système nerveux contient des centres hypnotiques, contient des centres qui induisent l'endormissement indépendamment de l'environnement. Le sommeil, c'est un phénomène à la fois passif, il répond à l'environnement, mais c'est aussi un système actif. Donc voilà, ici ils vous ont un peu divisé les différents constituants. C'est impliqué dans l'éveil, c'est impliqué dans le sommeil. Le sommeil à REM, c'est le sommeil paradoxal. Le sommeil à onde longue, c'est le sommeil réel. Regardez, éveil et sommeil à REM. Regardez, ils sont situés où? Ils occupent la substance réticulaire. Vous voyez, ça c'est la substance réticulaire. Il y aurait une alternance de sommeil et de veille sous l'action contraire de deux processus antagonistes appelés la pression d'éveil et la pression de sommeil. Ce qui aboutit vers 22 heures à la survenue du sommeil et au réveil au cours de la matinée. Maintenant, l'équilibre entre ces deux systèmes, le système d'endormissement et le système d'éveil, il change au cours de la journée. À 22 heures, c'est le système de sommeil qui prend le dessus, qui provoque l'endormissement. D'accord? Le sommeil est un phénomène passif. L'état d'éveil disparaît quand le stimuli diminue. Il réapparaît lorsqu'on stimule le sujet. Donc, c'est la conception passive du sommeil. Il s'endort. Quand je le stimule, il se lève. Il répond. Les expériences de transsection du nerf vague, animal spinal et section intercolliculaire. On va parler de cette notion d'activation. Regardez. Ici, on réalise deux expériences. Une expérience où on isole l'encéphale. Maintenant, on laisse un animal spinal dont le système nerveux se limite à la moelle épinière. Il n'a pas de substance réticulée. Il n'a pas de tronc cérébral. Il n'a pas de cerveau. Il n'y a qu'une moelle épinière. D'accord? Et dans la deuxième expérience, on va créer une lésion intercolliculaire, ici, au niveau du mésencéphale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On coupe le cerveau, on va enlever le cerveau. Donc, deux expériences. On enlève le cerveau seulement. La deuxième, on enlève le cerveau et le tronc cérébral. Regardez, lorsqu'on enlève le cerveau et la moelle épinière, il y aura une alternance lorsqu'on enlève le cerveau et le pont.
l'animal va se réveiller et s'endormir. Se réveiller et s'endormir. Il y aura une alternance entre la veille et le sommeil. C'est quand on laisse le tronc cérébral. Ah pardon, lorsqu'on enlève le tronc cérébral, attention. Lorsqu'on enlève le tronc cérébral, chez un animal spinal, lorsque j'enlève la substance réticulée avec le cerveau, avec le tronc cérébral, j'aurai une alternance sommeil-veille. Sommeil-veille. D'accord? Par contre, lorsque je laisse la substance réticulée, lorsque je la laisse, l'animal va s'endormir à long terme. Le cerveau isolé, lorsque je laisse la substance réticulée et le tronc cérébral, l'animal va dormir en permanence. J'aurai un EEG synchronisé et des phénomènes végétatifs. D'accord? Conclusion, il existerait donc au niveau de ce tronc cérébral, au niveau de cette partie que j'ai laissée dans la deuxième expérience, il existerait une structure entre les deux niveaux de section. Quels sont les deux niveaux de section? Une section mésocéphalique et une section bulbaire. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est la substance réticulée. C'est la substance réticulée. Dans la première expérience, je l'ai coupée, la substance réticulée. Dans la deuxième expérience, je l'ai gardée. Entre les deux niveaux de section, il y a une partie responsable de l'alternance veille-sommeil, la notion de formation réticulée ascendante activatrice et de formation inhibitrice a été proposée pour expliquer ces états. Donc, quand j'ai enlevé le cerveau, quand j'ai coupé les liaisons entre le cerveau et la substance réticulée, j'ai coupé les messages ascendants vers le cerveau. J'ai coupé les messages activateurs de la substance réticulée. Et puisque je les ai coupés, il n'y a plus de messages activateurs qui vont de la substance réticulée vers le cerveau. Ils s'endorment tout le temps, l'animal. D'accord? Mais ces effets peuvent s'observer. Les effets, ils sont insuffisants pour expliquer le rôle de la substance réticulée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres lésions, d'autres traumatismes, d'autres lésions organiques qui peuvent induire un coma sans que la substance réticulée ne soit atteinte. D'accord? Et aussi, ces effets peuvent s'observer dans les traumatismes et autres atteintes du névrax qui peuvent induire un coma. À la différence du sommeil, le coma n'est pas réversible. Le coma, il n'est pas spontanément réversible. Lorsqu'un j'ai un coma pathologique, mais de l'individu, il faut que je réalise un traitement étiologique. Je dois régler le problème pour faire réapparaître l'état d'éveil. Ces données impliquent qu'il existerait une horloge biologique en partie localisée dans l'hypothalamus et qui est régulée par les messages d'origine visuelle. Là, on est en train de vous dire, et c'est ce qu'on va étudier dans les prochaines planches, que la substance réticulée ne suffit pas à elle seule pour réguler l'état de veille et l'état de sommeil. Elle doit être aidée par d'autres structures avoisinantes comme l'hypothalamus. Et on avait vu l'activation du sommeil par le noyau préoptique du thalamus, qui va être stimulé par le stimuli visuel. D'accord? On va s'arrêter ici. La prochaine, vous allez lire la suite elle est facile. D'accord? On est à la diapo 67. Si elle est facile, soit on la continue, soit on la laisse. C'est la plus importante des cours. Voilà, je vous remercie.